Bonjour Thomas Guénolé. Bonjour Samzira. Thomas Guénolé, alors comme ça on est franc-maçon et ça fait polémique? Alors je ne comprends pas que ça fasse polémique, enfin si je comprends par rapport aux fantasmes ou aux fausses idées qu'on se fait sur la franc-maçonnerie. C'est quoi la Euh, franc-maçonnerie? la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, puisqu'il y a différentes obédiences, si tu veux c'est comme les clubs de foot, hein, il y a différents clubs de foot, il y a différentes obédiences de franc-maçonnerie. Et donc moi je suis au Grand Orient de France. Le Grand Orient de France c'est la plus connue et c'est celle qui a été le plus engagée dans les grandes batailles politiques de l'histoire de France. Mais c'est quoi, c'est une secte, la franc-maçonnerie? Pas du tout, parce qu'une secte, c'est des gens, c'est quand tu rentres, tu te coupes du monde extérieur, tu vois? Alors que tu te coupes absolument pas du monde extérieur quand tu rentres dans la franc-maçonnerie. La Mais c'est quand même un franc-maçonnerie, cercle fermé, il y a une c'est un sorte de truc initiatique à faire et tout, non? oui, alors d'abord je peux pas tout dire pour une raison simple, qui est que il y a 2 règles de secret. On ne raconte jamais ce qui se passe lors dans nos réunions. Ah bon? Je vais t'expliquer pourquoi. On ne le raconte jamais, c'est la règle du secret. C'est le premier aspect de la règle du secret. Et on ne révèle jamais l'identité d'un membre, sauf si c'est toi-même. Tu as le droit de le dire pour toi. Pourquoi? Parce que nous avons été persécutés dans l'histoire, mais vraiment. C'est-à-dire que on a été persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que le Grand Orient de France son ennemi héréditaire, son ennemi historique. Tu sais, dans Assassin's Creed, t'as les Templiers et quoi déjà? Et les assassins. Bon, et ça dure depuis des siècles. Bah, nous, on a ça avec l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite, ça fait très longtemps que nous sommes adversaires. Nous sommes le camp de la République et des Lumières et du progrès. Et eux, c'est le camp de la réaction, le racisme, la haine, etc. Et donc, ils nous détestent vraiment, et on les déteste aussi. Et on s'est vraiment combattu souvent. Et en l'occurrence, tu as, à l'époque, pour te dire à quel point eux nous détestent de manière obsessionnelle, quand l'Allemagne nazie envahit la France, devine où la Gestapo, à Paris, installe son quartier général, Chez les francs-maçons. au siège du Grand Orient de France. Tu vois le symbole? Mais est-ce que c'est vrai ou c'est un préjugé que pour être franc-maçon ou rentrer chez les francs-maçons, faut être pété d'oseille? Pas du tout. Moi, je suis pas du tout pété d'oseille, vraiment pas. Et pourtant, je suis franc-maçon. Donc ça, c'est un cliché. Il y a plein de clichés comme ça. Il y a quoi d'autre comme Et cliché donc que t'entends? tu vois, la règle du secret, ça sert principalement à ça. C'est que, en fait, si demain, il y a un régime d'extrême droite en France, et c'est tout à fait possible, après-demain, les francs-maçons sont en haut de la liste des gens qui sont en danger. Bah attends, Pas tout en haut, mais tu assez vas haut. me dire qu'il n'y a pas de RN chez les francs-maçons? Alors, normalement, c'est interdit. C'est-à-dire que là, pour le coup, je donne une information qui est publique puisqu'elle est statutaire. Tu n'as pas le droit d'être franc-maçon quand tu es d'extrême droite. Et si on apprend que tu es d'extrême droite alors que tu es franc-maçon, tu es viré. En tout cas, au Grand Orient de France, entends-moi bien. Il y a d'autres obédiences, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a différents clubs. Il y a d'autres obédiences où c'est pas le même sujet. La grande différence entre le Grand Orient et d'autres obédiences de la franc-maçonnerie, euh, pas toutes encore une fois, c'est que nous sommes engagés dans un combat politique et moral dans la société. On prend ça très au sérieux. Mais alors il faut faire quoi pour faire partie des francs-maçons? Il faut postuler déjà, mais en règle générale, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, c'est des gens qui te, comment dire, c'est eux qui t'invitent déjà. En général, ils t'invitent euh, à des réunions ouvertes. Il y a un terme plus précis. C'est des groupes de parole? Non, je- ça, je peux le dire parce que je pense pas que ce soit un truc pour le coup qui nous engage sur la règle du secret. Euh, les, les réunions qui sont ouvertes au public des profanes s'appellent les tenues blanches. Vous êtes en tenue blanche? Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, 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 Non mais c'est moi pas c'est une ça. question, hein. Non, non, non. Le nom de la réunion ouverte aux gens qui ne sont pas francs-maçons, parce qu'on fait des réunions ouvertes à l'extérieur, ça prouve bien qu'on n'est pas fermé et qu'on n'est pas une secte. Quand on fait des réunions ouvertes à l'extérieur, on appelle ça une tenue blanche. Ok. Tenue ouverte, si tu préfères. Et donc, quand on profile, quand des gens du Grand Orient trouvent que tu as foncièrement les mêmes valeurs que nous, euh, en général, ils vont t'inviter à une tenue blanche. Et puis après, si le feeling passe, ils vont te dire bah, tu pourrais revenir, etc. Et de fil en aiguille, les choses se font naturellement, comme dans n'importe quel club, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? Pourquoi ça fait polémique le fait que tu sois franc-maçon? Est-ce que c'est parce que tu l'avais jamais dit Mais, publiquement? mais en fait, quand j'en ai parlé hier, j'ai employé l'expression outing. Quand j'ai dit que le point, que je l'annonçais publiquement parce que j'ai appris qu'une journaliste du Point s'apprêtait à outer, doxer si tu préfères, Hmm. maintenant on dit doxer je crois, mon appartenance au Grand Orient.
J'ai fait exprès d'employer le mot outé parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie, Donc comme une violation. oui, c'est la première fois de ma vie que la presse prend un élément de ma vie privée pour le mettre dans l'espace public. Jusqu'à présent, les rares cas, parce que moi je suis pas comme ça, les rares cas où des éléments de ma vie privée se sont retrouvés sur la place publique, c'est parce que je l'ai bien voulu. Par exemple, quand Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP me posait de temps en temps des questions sur ma vie privée, en général je me débrouillais pour pas répondre, mais il m'est arrivé une ou deux fois de mentionner des choses sur ma femme, ma fille, Mm. etc. Et donc là, c'est la première fois qu'un truc important dans ta vie, c'est un engagement spirituel, hein, quand même. C'est un engagement philosophique et moral, hein, la franc-maçonnerie. C'est comme une religion, mais sans Dieu. Tu vois? C'est-à-dire que c'est un ensemble de valeurs qui guident ta vie. C'est une démarche éthique, c'est une démarche de ton existence que tu voues à vraiment faire le bien autour de toi. Mais il paraît que c'est quand même que des personnes entre elles qui s'entraident, qui sont là pour s'élever dans la société, Alors, financièrement aussi, au il y niveau a des eu. postes, au niveau des promotions. Moi, c'est ce que j'ai entendu, hein. Alors, oui, alors c'est toujours le même problème, c'est que tu connais le problème de l'amalgame, c'est-à-dire qu'on va prendre une minorité qui pose problème et on va dire qu'ils sont tous comme ça. Dans le fonctionnement normal, c'est qu'il y a un devoir absolu de solidarité et de fraternité entre francs-maçons, oui. Mais ça aussi, c'est né de l'histoire. C'est-à-dire que en défendant la République et en défendant systématiquement les minorités, parce qu'il y a ça aussi chez nous, en défendant systématiquement les minorités contre l'extrême droite quand elle essaie de les persécuter, parce que c'est ça notre engagement, c'est un engagement d'ordre chevaleresque en réalité. C'est un engagement de chevalier de la République, si tu veux. C'est vraiment ça. C'est vraiment un engagement idéaliste et moral. Et donc, il y a une entraide, il y a un devoir absolu d'entraide, parce que dans ce cadre-là, euh, imagine quand Pierre Mendès France, qui était franc-maçon, imagine quand il est en train de s'évader d'un camp, quand il est en train de s'évader de sa prison alors qu'il s'apprête à devenir résistant. Oui, la règle d'entraide absolue entre les francs-maçons, ça a pu lui être utile. C'est de ça dont on parle. Alors, ça fait quelques années que la vie de franc-maçon est beaucoup plus calme, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait que la nécessité du secret et la nécessité de l'entraide va se reposer lorsqu'on va devoir à nouveau entrer en résistance beaucoup plus active quand on aura un gouvernement d'extrême droite dans ce pays. Et d'ailleurs, à titre personnel, je m'y prépare. Et ça va, aujourd'hui, au moment où on tourne, ça date d'hier, cet outing, ce doxage, comme tu le dis, tu le vis bien? Non. Non, parce que je comprenais intellectuellement et j'étais moralement choqué le problème du outing des homosexuels. À une époque, alors qu'il n'était pas du tout de mon bord politique, j'avais pris la défense de Florian Philippot il y a une dizaine d'années quand il Oui. avait été outé. Alors que voilà, il était numéro 2 du Front National à l'époque, hein. Eh bien, je trouvais ça moralement dégueulasse. Mais maintenant, je le comprends différemment. Je le comprends émotionnellement ce que ça fait. En fait, on te vole quelque chose de toi qui est ta souveraineté sur le récit de toi. C'est-à-dire, c'était à moi et à moi seul, comme pour un homosexuel, sur des aspects de vie privée, aussi, c'était à moi, souverainement, de décider si j'en parle et quand. Et donc, une journaliste du Point décide qu'elle va le mettre dans un article. Non, je suis désolé, c'est euh, l'appartenance à une association relève de la vie privée. Même un type qui est en première année de droit, il sait ça. Même quand on est une personnalité publique? Alors ça, c'est un vrai sujet qui rejoint les débats sur l'outing pour les homosexuels. Est-ce que quand Ricky Martin était une star mondiale, planétaire, est-ce qu'il fallait qu'on sache qu'il était homosexuel alors qu'il refusait de le dire? Et que ses producteurs lui disaient surtout ne le dis pas, on va perdre du marché féminin. C'est une bonne question. Mais ma réponse, c'est ce n'est la seule personne habilitée à le décider, c'est lui. Justement, en parlant de personnalité publique, Thomas Guénolé, j'ai fait des petites recherches, j'ai tapé ton nom dans Google, et forcément, tu sais comment ça se passe sur Google. Il Ton sort des nom trucs, en ouais. tant que personnalité est associé à d'autres personnalités. Mhm. Voilà. J'en ai sélectionné trois, parce qu'il y en avait beaucoup, quand même trois ou quatre. On va commencer avec la première personnalité qui est associée à ton nom sur Google en ce moment où on enregistre cette entrevue, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, est-ce que tu considères qu'il faut aller cracher sur sa tombe? Non. Par contre, je considère qu'il ne faut pas lui rendre hommage. Mm. Voilà. La question posée au moment où tu fais référence à mon intervention chez TBT9, chez Cyril Hanouna, euh, j'ai été sollicité par TBT9 et l'équipe, c'est la famille, si tu veux, puisque j'ai fait une saison entière sur TPMP, donc voilà, il y a des vraies relations d'affection et de confiance.
Et donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit: «Bon, toi, t'en penses quoi?» J'ai dit: «Bah non, on peut pas rendre hommage à une raciste et une homo» parce qu'elle était les 2. Ouais. C'est pas possible. Bon, bah, écoute, ça tombe bien que tu penses ça, parce qu'on veut faire un débat là-dessus, et donc si tu peux venir sur le plateau défendre ce point de vue, nous, ça nous intéresse. Et donc j'y suis allé. Au moment où ce débat a lieu, on est sur la question: est-ce que la France, la République française doit lui rendre hommage? Et c'était ça le sujet. Et moi j'ai dit: «Bah non, raciste et homophobe, non». J'ai rappelé j'ai rappelé à ce moment-là à l'antenne, et c'est ça surtout qui a choqué beaucoup de gens et qui a fait prendre conscience de la gravité de ce qu'elle a pu dire. C'est qu'elle a parlé des Réunionnais qui ont gardé des gènes sauvages, pardon de parler comme ça, mais je cite, hein. Et puis elle a parlé des homosexuels comme étant, j'ose même pas le répéter tellement c'est, enfin, elle était sur la mythologie de la Terre, en fait. Et elle le décrivait comme ça. Elle a eu des propos condamnés et condamnables. Alors, moi, je me suis même pas placé sur le terrain judiciaire. J'ai juste lu les citations et laissé le public juger. Et donc, je pense pas qu'il faille nécessairement aller cracher sur sa tombe. Ou profaner sa tombe, comme ça a été le cas pour Jean-Marie Le Pen, par exemple. Alors, Ou alors tu t'es plutôt réjoui. ce qui a été brisé, c'est une croix celtique sur la tombe du leader historique de l'extrême droite française. La croix celtique étant le symbole de remplacement de la croix pour l'extrême droite française depuis qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser un certain nombre de symboles. Donc, en fait, c'est lui qui a fait une provocation en décidant dans ses dernières volontés qu'il aurait une gigantesque croix celtique sur sa pierre tombale. Donc la profanation est justifiée pour toi? Je dirais que... bonne question. Tu dirais quoi dans ton salon chez toi si on n'était pas filmé? Si on n'était pas filmé, Ouais, ouais, en public, je vais dire je condamne pas, ouais. parce que la provocation vient de lui. Et en privé, non, c'est trop grossier ce que je dirais en privé. Vas-y. Non, 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 non. Non, parce que justement, il y a une différence entre le propos privé, c'est de la conversation qu'on vient d'avoir tout à l'heure. C'est pas pour rien qu'il y a une différence entre le propos privé et le propos public. Le propos privé doit rester privé. Ok, donc Brigitte Macron, c'est pas grave qu'elle dise Brigitte de Macron militante? Brigitte Macron Brigitte Ah oui, Macron. pardon, oui, d'accord. Oui, Oui, quand pardon, elle je savais traite pas. de des militantes féministes. Est-ce qu'elle savait qu'elle était filmée Non, elle savait pas. Euh, Alors, normalement, en fait, mais c'est devenu public du simple fait que ce soit filmé. Oui. Voilà. On n'aurait pas dû le rendre public. Maintenant que c'est public, on peut le commenter, mais en fait, on n'aurait pas dû le rendre public si, pour elle, c'était une conversation privée. Après, maintenant que c'est public, j'ai une position sur ce qu'elle a dit. Mais en fait, ça n'aurait pas dû être public. En parlant Attends, donc... juste une précision. Ouais. C'est pas une question de confort petit bourgeois, la question de la vie privée. C'est très important de le comprendre, ça. La protection du droit à la vie privée, c'est ce qui nous protège de tout le reste. Nous avons nos principales libertés individuelles sont protégées parce qu'on a la vie privée. Par exemple, la vie privée, c'est le secret de la correspondance. Bah bien sûr. Oui, et bah tu vois, par exemple, et bah du coup, c'est parce qu'on a et la liberté de réunion sans qu'on ait à déclarer avec qui on se réunit. C'est la vie privée, tout Oui, ça. mais ça, je me tue à l'expliquer tout le temps depuis des années sur Voilà. mes réseaux sociaux. Il y a encore 2 jours, au moment C'est où pas on un enjeu tourne. de transparence. Au moment où on tourne Voilà. cette interview, il y a une influenceuse jazz qui a posté plein de messages privés qu'on s'est envoyés sur Instagram. Oui, Je lui ai dit, mais ça c'est ne se scandaleux. fait pas. Il faut C'est pas un aller sur délit. ce terrain-là. C'est un délit. Même s'il y avait rien du tout. Mais oui, c'est un délit. Et Déjà, c'est la un vie délit, privée. ouais. Bah, absolument. C'est une messagerie privée. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs. En fait, je le dis pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est que ils sont très sensibles, les jeunes qui nous regardent, à l'enjeu de la transparence. La transparence est une vertu. Je suis d'accord avec ça. Mais pas quand vous êtes en train d'exposer l'intimité des gens, la vie privée des gens. Ça n'a pas à être transparent. Vous devez être protégé de ça. C'est très important. Et donc, ne le faites pas et n'acceptez pas qu'on vous le fasse. Je dis ça en particulier pour les ados. Ok. Parce qu'ils n'ont pas cette culture-là, avec les réseaux sociaux et compagnie. Ils n'ont pas forcément. Ouais, Comme tout ils ont est grandi public. dedans, tout est public. Non, n'accepte. Je dis aux ados, c'est très important, en particulier les jeunes filles qui sont plus victimes proportionnellement de ce genre de choses. Ça existe aussi pour les garçons, mais beaucoup les filles. Ne laissez pas passer le fait qu'on balance votre vie privée en public. Après, il C'est un délit. faut faire la différence entre la vie privée Mhm. et l'accès à l'information aussi. Voilà la question. Alors le tri, et d'ailleurs là-dessus, le droit français est bien fait parce qu'il pose cette question. Il nuance, il distingue des cas dans lesquels, ok, on n'a pas respecté ton droit à la vie privée, mais c'était quand même très important.
que le public ait cette information-là précisément, parce que l'intérêt général le commande. Et vu qu'on est dans la rubrique Les recherches associées de Thomas Guénolé sur Ouais. Google, je vais te parler de Guillaume Janton. Qu'est-ce que tu penses de Guillaume Janton? Alors, ça dépend si on parle du personnage public, du personnage privé. Tu vois, encore une fois, son personnage public, j'étais quasiment tout le temps en désaccord frontal avec lui. Oui, je me doute. Et puis ça se voyait. Voilà, oui, c'était filmé, donc bon, Ouais. déjà. Et son personnage privé, on s'entendait très bien. Ouais. Voilà. Et j'ajoute que il faisait partie de ceux qui, maintenant je peux le dire puisque la saison de TPMP est terminée, il faisait partie de ceux qui ont souvent soutenu des positions à l'antenne parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse et sans nécessairement être convaincu de ça, mais en le faisant de manière corporate. Tout ce que je savais, moi, c'est que Guillaume a tourné un documentaire sur Jordan Bardella, de mémoire, et que donc ça les a amenés à beaucoup se fréquenter et qu'ils s'entendaient bien. Tu savais qu'ils étaient proches, mis à part les couvertures de presse, les articles qu'on a pu voir, où il y avait une certaine proximité en vacances ou au restaurant, notamment? Après, s'il y a des affinités supplémentaires, je n'en sais rien. Je sais ce que moi j'en pense. Euh, C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un parti politique qui a littéralement été fondé par des... Donc il faut faire un petit peu attention à ses fréquentations. Mais toi, c'est quelque chose qui aurait pu te gêner dans une fréquentation, par exemple, à titre personnel? Et ça s'arrête à combien de degrés? Ou non, mais je sais pas, Non, ou non, alors non. tu t'en fous. Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas parler avec des personnes qui ont des idées totalement opposées aux leurs. Ah mais moi j'ai des amis d'extrême droite. J'ai des amis d'extrême droite. En fait, je sépare l'œuvre de la personne. Et c'est pareil pour les opinions, etc. Donc ça veut dire que tu peux regarder des films de Roman Polanski. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs films de Roman Polanski euh, que j'adore et que j'admire. C'est vraiment un de mes réalisateurs préférés en termes de films que j'aime voir et revoir. Par exemple, alors faut faire gaffe parce que si on parle là-dessus, moi je suis un gros cinéphile, donc on peut faire des heures là-dessus, hein, mais en résumé, je suis un grand fan de Chinatown, je suis un grand fan de J'accuse, qui est un excellent film. Je suis un grand fan de Ghostwriter avec Ewan McGregor. Mais c'est surtout Chinatown que je revois facilement avec grand plaisir. Ça ne m'empêche pas de penser que sa place aurait été en tôle. Maintenant, c'est trop tard, mais sa place aurait été en tôle en tant que personne. Et j'admire ses films. Ce sont deux sujets différents. Il y a Cyril Hanouna qui est associé à ta recherche Google quand on tape C'est normal. Thomas Guénolé. Ça me paraît bien évidemment Ouais. évident. Comment tu l'as connu, Cyril? Comment vous vous êtes rencontrés? La première fois que je l'ai rencontré de ma vie, c'était sur son plateau. Oui. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le manuel de résistance à l'extrême droite. Dans le cas du RN, donc, j'avais préconisé d'appliquer ça, parce qu'à partir du moment où tu dis que la France fait l'objet d'une submersion migratoire, ce qui est faux, hein, c'est faux. J'ai les chiffres, c'est faux. Enfin, l'INSEE a les chiffres, c'est faux. Oui, mais Cyril, Attends, j'y viens. Et donc, la submersion migratoire, elle, c'est que tu es en train de dire que submerger, ça veut dire recouvrir entièrement. Donc, tu es en train d'expliquer qu'on est envahi et dépossédé de notre pays par des immigrés d'origine maghrébine, etc. Bon, présenter les Maghrébins, dont la majorité sont en fait des gens nés en France, soit dit en passant. Les 2 tiers à peu près sont nés en France, c'est pas des immigrés. Et donc, eux, les présenter comme ça, c'est inciter à la haine et la discrimination envers eux. Bon, c'est un motif de dissolution d'une association. Raison pour laquelle je pense donc qu'il faut dissoudre le Rassemblement national et non pas l'Assemblée nationale. Il faut dissoudre le Rassemblement national, donc l'interdire en tant que parti politique. Je pense la même chose sur Reconquête, ça va de soi. Et quand j'ai dit ça en public au moment où le bouquin est sorti, c'est devenu un coup de gueule de Jean-Michel Maire sur le plateau de TPMP quelques jours plus tard. L'apprenant, moi je ne regarde pas la télé, l'apprenant par ma responsable de master à Audencia où je donne des cours de relations internationales, elle m'a dit que bah oui, t'es passé sur TPM. Comment ça je suis passé? Je le saurais quand même, oui, ils ont parlé de toi, j'ai regardé, je vois le truc, et donc je tweete à ce moment-là. Le lendemain, j'apprends que il aurait été plus constructif de me faire venir pour me demander pourquoi je pense que le RN doit être interdit, au lieu de faire un coup de gueule dessus. Et Cyril, à ce moment-là, moi je ne le sais pas, mais en fait ils sont en direct. Et lui, la prod le prévient que ce tweet est sorti, il le balance à l'écran derrière lui et dit écoutez, venez demain. Le lendemain, je me suis retrouvé là et je me suis retrouvé en plateau pour développer ce point de vue. Sauf qu'ensuite, Cyril m'a gardé pendant la quasi-totalité de l'émission pour me tester.
Donc je savais pas, mais j'étais en train de passer. Je ne le savais pas, mais j'étais en train de passer un entretien d'embauche. Un test. Voilà, c'est ça. Mais il fait tout le temps ça, en fait. Et donc, il continue à me tester sur des sujets. Il voit très bien ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux quand cette conflictualité est introduite sur le plateau, une conflictualité dynamique, je veux dire, sans hostilité de personne, qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et en fait, on a topé pendant une pause publicitaire sur le fait que j'allais rester comme chroniqueur. C'est comme ça que ça s'est passé. On a topé, on s'est littéralement serré la main là-dessus pendant une pause pub. Et alors, Et je suis resté un an. Un an, une saison. Qu'est-ce que tu as vu de Cyril Hanouna que le public n'a pas vu? C'est quoi les plus grandes valeurs de Cyril Hanouna? La loyauté. La plus grande valeur de Cyril, en tant que personne, c'est la loyauté. Ça passe au-dessus de tout le reste. Par exemple, lui et moi, en termes d'opinion, de conviction politique, on est en désaccord sur presque tout. Pourquoi on arrive quand même à être potes? Parce que lui comme moi, pour moi, la loyauté, c'est super important. Et donc, tu peux vérifier. Cyril a jamais daubé sur moi en public. Jamais. Jamais. Et je n'ai jamais daubé en public sur lui. Jamais. C'est un truc fondamental chez lui. Et moi, je suis pareil. Donc là-dessus, on a fité tout de suite sur l'importance de pouvoir se reposer l'un sur l'autre. Alors certes, Ce qui n'empêche pas donc les différences. C'est pour ça que je te disais, l'amitié est une chose, les opinions politiques sont une autre. Pour moi, quand on décide, je sais que c'est paradoxal par rapport à la fermeté de mes convictions antifascistes, mais où je te dis, voilà, il faut préparer la résistance, etc. Néanmoins, je m'impose moi comme discipline personnelle. À partir du moment où tu tries tes amis sur le critère de leurs opinions politiques, c'est le début de la guerre civile. d'accord, mais est-ce que c'était loyal avec du recul, Hum selon toi, aujourd'hui, de te mettre à pied en tant que chroniqueur parce que tu avais porté un kéfier en tant que pochette dans ta veste de costume et que tu avais fait un tweet qui disait « En soutien à la cause palestinienne, à l'occasion du match de foot France-Israël, j'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Ce n'est pas grand-chose, mais les symboles, c'est important. » C'est mon premier contact écrit avec toi, ça. On en avait parlé à ce moment-là, je ne sais pas si tu te souviens. Sur les réseaux, j'avais dû t'envoyer une invitation, non? Oui, c'est ça. Bon, Ouais. Et j'avais pas pu parce qu'à l'époque, quand tu es chroniqueur chez TPMP, moi j'ai appris en cours de route. Quand tu es chroniqueur chez TPMP, tu peux pas décider tout seul, c'est normal, c'est un collectif. Tu peux pas décider tout seul d'aller donner une interview. Alors, moi, je trouve pas que ce soit normal. Mais il s'en cache pas lui-même, Cyril. Il l'a dit. Il l'a dit publiquement. Et il ne s'en cache pas. Ouais. Il l'a dit, moi, les chroniqueurs, il l'a dit sur son plateau, les chroniqueurs ne font pas d'interview si je ne donne pas, si on n'est pas d'accord, si je suis pas d'accord. Et moi, ça me choque pas, en fait. Parce qu'en réalité. Il y a une liberté de circulation quand même. Oui, la liberté de circulation physiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a un. Comment dire est-ce que Cyril, les chroniqueurs, ce sont ses invités permanents? Ou est-ce que Cyril et ses chroniqueurs, c'est une équipe? Oui. C'est une question. Non, mais c'est l'un ou l'autre. Est-ce que les chroniqueurs sont des individus qui gardent leur individualité et qui sont juste des invités permanents de l'émission de Cyril? Ou est-ce que Cyril et ses chroniqueurs, c'est une équipe? Oui, mais enfin, si Polska, elle a envie de donner une interview, je te dis une connerie, à Grazia, ça veut dire qu'il faut qu'elle demande l'autorisation? Alors, oui, alors implicitement, c'est quand c'est pour parler de l'émission, ça, bien sûr. C'est quand si tu es chroniqueur chez Cyril et que demain tu veux donner une interview sur, je sais pas moi, tes vêtements préférés, il va de soi que tu n'as pas besoin de lui en Mais là, en référer. l'occurrence, c'était pour parler d'un kéfier. Sur le plateau. Le kéfier porté sur le plateau. Donc c'est relatif à l'émission. Tu vois, c'est et là donc, la tu ligne. n'avais pas le droit de t'exprimer. Sans en référer préalablement à la prod. Mais ça t'a pas frustré? Si, mais c'est le jeu. C'est-à-dire, enfin, c'est les règles. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de l'émission, et donc quand il s'agit de parler de l'émission, on est un collectif. Donc effectivement, il y a des cas où au contraire, je lui ai dit, il y a un tel qui veut m'interviewer, et il me oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Sur la question Palestine, c'est pas le port du kéfier. Ce raccourci est souvent fait. C'est pas le port du kéfier qui m'a valu une mise à pied. Ce qui m'a valu une mise à pied, c'est de mettre le kéfier en poche de veste sans le prévenir. Et alors? Et donc, il n'a pas, il ne peut pas se préparer, lui, pour l'émission. Ce qui l'intéresse, lui, c'est son émission, c'est pas mes convictions individuelles. Oui. Il ne peut pas se préparer à la tempête que ça va être quand on va se rendre compte qu'il y a un chroniqueur de TPMP qui a porté un symbole pro-palestinien sur le plateau. Mais surtout qu'au-delà de le porter en symbole, t'en as fait un tweet. Ça veut dire que t'en as rajouté, t'as mis de l'huile sur le feu.
Alors, moi, je considère pas que ce soit de l'huile sur le feu, mais vraisemblablement, non, il y en a ça un qui- l'était il y dans en ce a un- cas-là. Non, il y en a un qui a compris ce que j'ai fait. Il l'a dit d'ailleurs quand ils en ont discuté le lendemain pendant ma mise à pied, qui a duré qu'une émission en fait. Il y en a un qui a compris ce qui s'était passé parce qu'il me connaît bien. Qui? Jean-Michel Maire? Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, encore un exemple, c'est un ami et pourtant on est diamétralement opposés politiquement. Voilà, c'est comme ça. Euh, Lui, il l'a mentionné dans l'émission du lendemain quand j'étais pas là. Il a dit oui, à mon avis, il a dû tweeter parce que la plupart des gens s'en étaient pas rendus compte pendant l'émission. Et c'est vrai. La seule raison pour laquelle j'ai tweeté là-dessus après l'émission, c'est que j'ai constaté que pendant l'émission, la plupart des gens, manifestement, ne s'en étaient pas rendus compte. Tu regardes souvent les chaussures des gens, toi? Non. Moi non plus. Et ben les pochettes de veste, apparemment, à moins qu'elles soient rose fuchsia ou rouge, là, les gens font pas vraiment attention. Ouais, mais ça veut dire que si tu avais mis un t-shirt avec une pastèque en symbole dessus, on connaît le symbole de la pastèque aujourd'hui, Thomas? Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Ouais. Bah, ça veut dire que ça aurait fait le même tollé? Non, parce que la charge. Alors, non, parce que c'est moins connu déjà. L'impact médiatique. Oui, mais t'aurais fait un tweet derrière. Moi, j'aurais fait un tweet derrière. Bah oui, maintenant, bien je vois sûr. un peu le personnage. Voilà, c'est ça. Ouais, mais alors après, oui, le tweet, c'est parce que l'impact que j'espérais, qui était l'impact d'afficher, c'était très important pour moi d'afficher ma solidarité avec le peuple palestinien en plein match amical de football entre Israël et la France. Parce Oui. que c'était ça qui se jouait ce soir-là. Et moi, ça ne me va pas. Comment dire? On ne peut pas accueillir en match amical un pays qui est en plein apartheid et en plein génocide. C'est pas possible. Mais alors pourquoi ça a été vu par Cyril? Et c'est pas moi qui utilise ce terme, c'est lui qui l'a utilisé comme un piège. Non, Il y a même un oui. sujet qui a été fait le lendemain qui était titré Thomas Guénolé avec un kéfier. Le chroniqueur a-t-il piégé TPMP? Bah oui. Alors, la réponse est non, parce que pour piéger, il faut au moins avoir l'intention de piéger. Et moi, quand je suis sur TPMP, il y a plein de règles dont j'ignore l'existence simplement parce qu'on ne me l'a pas dit. Par exemple, avant qu'on me reprenne là-dessus, moi, je ne savais pas qu'on devait demander le feu vert pour accepter une interview relative à l'émission. Par exemple, une fois qu'on me l'a dit, j'ai appliqué la règle. Encore une fois, par loyauté. Pareil, les symboles, le fait d'afficher un signe de solidarité, moi, mon raisonnement avait été, c'était peut-être naïf de ma part, je ne sais pas, mais moi, mon raisonnement était, après tout, dans les premières semaines de ma participation à TPMP, on avait presque tous un petit symbole pour une cause, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était pour le cancer du sein de mémoire ou un truc comme ça, donc une cause caritative. Et donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est quand on veut porter un petit symbole qui signifie qu'on soutient telle ou telle cause, c'est tout à fait possible. Oui. Pourquoi pas? Et il y a plein d'émissions où ça se fait de toute façon. Et de la même manière qu'au moment où je le fais, il y a un certain nombre de gens qui, en sens contraire, affichent le petit ruban jaune de soutien à Israël. Et donc je me dis, bon ben voilà, c'est dans les mœurs d'afficher son soutien à telle ou telle cause, et donc je vais le faire. Il ne m'est pas venu à l'esprit, du tout, qu'il existerait une règle chez TPMP qui était non, mais quand tu t'apprêtes à exprimer par tes vêtements un message d'engagement politique, tu dois d'abord demander le feu vert. Parce que ça engage l'image, parce que ça a un impact sur l'image de toute Oui, mais l'émission. en expliquant tout ce que tu es en train de m'expliquer là, la mise à pied, pourquoi elle est restée persistante? Elle n'est pas alors persistante, faut le dire vite. Tu sais ce qui s'est passé. Si tu veux, la première chose, le premier conseil que Gilles Verdez m'a donné, parce que Gilles Verdez et Jean-Michel Maire, c'est les deux qui m'ont donné des conseils. Ils m'ont cornaqué, c'est eux qui m'ont formé en pratique. Et Gilles m'a dit, n'oublie jamais que nous ne sommes pas propriétaires de notre charge. De notre Charge, notre charge. rôle. Ok. Voilà. En fait, il a employé une expression parce que les gens ne le savent pas, mais il avait commencé un doctorat en histoire, Gilles Verdez. C'est pas du tout un imbécile. Hein. Il avait commencé un doctorat en histoire et donc il a employé une expression d'historien qui est la propriété des charges. C'est un truc d'ancien régime quand tu étais propriétaire de ton job. Ah, ok. C'est un truc, voilà. Et donc, c'est un truc d'historien. Et donc, il dit, n'oublie jamais, Thomas, qu'on n'est pas propriétaire de nos charges. C'est-à-dire que être chroniqueur chez Cyril, ça commence n'importe quand, ça s'arrête n'importe quand, ça peut reprendre n'importe quand, ça peut se re-arrêter n'importe quand. Isabelle Morini-Bosque, à un moment donné, on l'a plus vue pendant plusieurs années. Et puis maintenant, elle est là tous les jours. Et puis avant, elle était là tous les jours aussi. On ne sait pas. Voilà. Ça se joue dans la tête de Cyril et c'est le seul à décider. Donc, comme moi, je sais ça, j'ai fait très attention à ne jamais considérer ma place à la table de Cyril comme étant acquise ou un dû. Non, ça s'arrête n'importe quand, ça reprend n'importe quand, ça peut aussi ne pas reprendre. Bah, vous n'avez pas signé pour être dans le même cercueil, quoi. Exactement, c'est complètement ça. Et sachant cela, moi, je ne savais pas que j'allais faire une saison entière de TPMP.
Honnêtement, quand on a démarré ensemble, moi, je pensais que j'allais rester 3-4 mois maximum. Et en fait, j'ai fait la dernière de ces 8. Pourquoi j'ai pas fait partie de l'équipe de septembre de TBT9? Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé. Bien sûr. Voilà. Ce que je sais en revanche, c'est qu'ils ont été parfaitement clean parce que moi, en septembre, je l'ai su dès le mois de mai que j'allais pas rester comme chroniqueur quotidien. Ok. Donc ils m'ont laissé largement le temps de me retourner professionnellement. Donc c'est vraiment pas une situation ça n'a pas été une rupture ou un rejet ou une séparation. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on fait toujours partie de la même grande tribu de Baba. Simplement, je viens moins souvent parce que alors je ne sais pas pourquoi ça pour le coup. Juste pour clôturer le sujet, Ouais. Cyril Hanouna, quand on dit Thomas Guénolé, TPMP, ou même qu'on tape ton nom sur les réseaux sociaux collés à TPMP, il y a 2 mots qui Hmm. ressortent. Le premier, c'est hypocrite. Le deuxième, c'est humilié. Humiliation. Donc j'avais envie C'est de te fou faire ça. réagir. Bah oui, Oui, mais oui, non, mais je comprends, je comprends. tu dois pas le découvrir quand même. Humiliation parce que toi-même, à un moment donné, tu lui avais dit, mais vous arrêtez de me parler comme une... Oui. Et donc le public a eu peut-être l'impression que tu te faisais humilier. Que je me faisais traiter Ça comme. revenait. Ouais. Et hypocrite, pourquoi? Hypocrite parce que beaucoup s'accordent à dire que c'est hypocrite qu'avec tes convictions, Ouais, ok. précisément de gauche, voilà, tu sois sur un plateau, comme ils disent, hein, de raciste. Alors, j'ai beaucoup entendu, tu as servi de caution. Servir de caution, c'est servir de caution, c'est venir sur un plateau qui est clairement pas de gauche et être payé pour dire: «Moi qui suis de gauche, là-dessus vous avez raison». Ça, c'est cautionner. Venir en étant payé pour dire: «Non, je suis pas d'accord avec vous, vous dites de la merde et je vais vous démontrer pourquoi», mais non seulement on devrait pas me le reprocher, mais on devrait même me donner une médaille. C'est quand même une prouesse d'arriver à être payé pour dire des trucs de gauche sur un plateau qui est pas de gauche, sur une base quotidienne, avec une audience à 2 millions. C'est quand même un sacré exploit dans le paysage médiatique actuel. Donc c'est une ouverture d'esprit de Cyril. On devrait complètement, ça je l'ai dit beaucoup, à un certain nombre de journalistes, à un certain nombre de passants, parce que les passants t'arrêtent dans la rue quand tu es sur TPMP. C'est quand on me félicitait en disant oui, vous savez, c'est super ce que vous faites, c'est courageux que vous y retourniez, etc. Je leur disais à chaque fois, n'oubliez pas que c'est aussi courageux de la part de Cyril, parce que moi, je reviens parce que j'accepte de revenir, mais je reviens aussi parce que lui me demande de revenir. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. C'est pas un self-service, le plateau de Cyril. C'est pas je décide si je viens ou pas. C'est lui qui m'a fait revenir encore et encore, alors que Donc il il y est a à eu une titre. intention. Oui, mais complètement. Et donc, alors que il est clairement pas sur la même longueur d'onde que moi. C'est encore une fois, il y a vraiment ce sens, ce goût du débat. Après, c'est vrai que Cyril est quelqu'un de très conflictuel dans le débat. C'est pas une information nouvelle. Il a tendance à attaquer la personne. C'est pas une information nouvelle non plus. Je voudrais quand même rappeler que sur une saison entière, Cyril et moi, on a eu au total 2 clashs durs. Mais tu sais comment est internet, c'est-à-dire que depuis, il y a que ces 2 clashs-là qui tournent en boucle. Je me permets une mise au point là-dessus. Il y a un truc où on s'est beaucoup foutu de ma gueule et je comprends pourquoi. Mhm. C'est qu'à un moment, je suis en train de sortir, de quitter le plateau en disant: «Vous ne me parlez pas sur ce ton, il y a des enfants qui nous regardent», et cetera. Je suis vraiment dans l'affirmation d'un truc solennel sur «ça suffit, on a un devoir Ouais. d'exemplarité», et cetera. Et là, lui, il me dit: «Non, mais j'avais dit stop». Et là, d'un coup, moi, je dis: «Ah oui, c'est vrai, oui, quand même». Et donc, je me rassieds. Oui. Et là, tout le monde se fout de ma gueule, mais parce qu'ils n'ont pas le contexte relationnel entre Cyril et moi. D'où l'impression ou la perception d'humiliation. C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas, ce que les gens n'ont pas, parce qu'il y a ce qui se joue, ce qu'on voit à l'écran, et puis il y a ce qui se joue entre les 2 personnes. Et qu'est-ce qui s'était Humainement. joué? C'est un code, le stop? Non, c'est pas ça, c'est que presque. C'est-à-dire qu'en fait, on avait parlé, on en avait discuté plusieurs fois sur le fait qu'il m'avait dit: «Moi, pour le contrôle du plateau», pas être d'accord ou pas, pour le contrôle du plateau, Après, c'est vrai que vous êtes 12. Hein. moi, en tant que mec qui gère le plateau, quand je dis stop, c'est important que tu t'arrêtes tout de suite parce que sinon, je ne peux pas contrôler mon émission. Et là, on sortait de 5 minutes où, m'enflammant sur un thème, j'avais ignoré 7 ou 8 fois d'affilée. Mais c'est pas dans l'extrait que tout le monde regarde. Pendant 7 ou 8 fois d'affilée, il est en train de dire: «Non mais attendez Thomas, juste là», il me demande, et à chaque fois il monte d'un cran. D'abord c'est: «Non Thomas s'il vous plaît». Enfin au début c'est juste le geste. Après c'est: «Thomas s'il vous plaît». «Oh j'ai dit stop». Enfin: «Oh stop». «Oh j'ai dit stop». Et il finit par dire: «La ferme». Et là j'entends le «la ferme». Je dis: «Vous me dites pas la ferme, ça suffit», etc. Et là, au moment où je vais me barrer, et donc il y a un vrai conflit,
personnel. À ce moment-là, lui il me dit « Mais Thomas, j'avais dit stop ». Et donc là, il me renvoie au fait qu'il y a une règle, que j'ai chié sur la règle. Et là, moi, à ce moment-là, je dis « Ah oui, c'est vrai, effectivement ». Et dans ma gestuelle, c'est « Ah oui, effectivement, je suis hors jeu ». Et du coup, puisque sa remarque est légitime et que c'est qu'au bout de la 6, 7, 8e ou 8e occurrence qui finit par me dire « Fermez-la », là, d'accord. C'est ça qui s'est joué. Mais les gens, ça, peuvent pas le savoir, je comprends. Autre nom qui est lié à ta recherche Google Thomas Guénolé, c'est le nom de Rima Hassan, la politicienne. Est-ce que tu considères qu'elle est la Rosa Parks de la cause palestinienne à tes yeux aujourd'hui? Non, je pense que Rima Hassan est la Rima Hassan de la cause palestinienne et c'est déjà très bien comme ça. Qu'est-ce qui te plaît chez cette femme? Tout. Je suis un grand fan. Elle a eu une forte influence sur ma façon de plaider la cause palestinienne parce que c'est en l'écoutant, elle, que j'ai pris l'habitude d'arrêter d'invoquer la morale et d'invoquer systématiquement le droit international. Je le tire d'elle. Alors, et je le lui ai dit, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter, je le lui ai dit. Et là, une anecdote qui donne l'état d'esprit très sain qu'elle a, je trouve, Rima, c'est que quand j'ai commencé à officier sur TPMP, à un moment, on m'interroge sur elle, et alors qu'on n'a jamais été en contact, je prends sa défense. Mais dans la même émission, à un moment, emporté dans mon élan du débat, à un moment, j'acquiesce à un argument adverse. Oui, oui, d'accord, c'est vrai, et j'enchaîne, mais c'est juste pour garder la parole. Et en fait, je viens d'acquiescer à un truc je viens de mettre un truc contre mon camp, quoi. Qui était, ouais, mais dire que c'est de l'apartheid, c'est une position d'extrême gauche. Et moi, je dis, oui, ok, c'est vrai, mais on peut quand même plaider que tatata. Oui. Le soir même, je reçois un message de Rima, avec qui j'avais jamais été en contact, qui me dit, bonsoir, monsieur Guénolé, sur TPMP, tata. Alors en fait, non, c'est pas du tout une position militante, c'est une position en droit international qui est établie par ça, 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 ça. Donc en fait, elle fait de la pédagogie. Elle ne m'a absolument pas avoiné sur Twitter. Elle m'a pas interpellé publiquement en disant Thomas Guénolé a dit une grosse connerie, etc. Elle m'a envoyé un message en privé pour me dire que j'avais dit une connerie. Oui. Le débat suivant sur l'apartheid, enfin oui c'est ça, sur la question palestinienne, bah quand j'ai placé tout de suite apartheid et j'ai fait exprès. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait apporté la correction et que donc il faut que je corrige. Et du coup, quand j'en ai rediscuté plus tard avec elle, quand on s'est rencontrés de visu, je veux dire. Nous, la première fois qu'on s'est rencontrés en face à face, j'allais dire, on sortait de prison israélienne, hein. C'est comme ça. On s'est rencontrés en fait à l'aéroport d'Athènes quand on était sur le retour. J'étais en train de me commander un petit truc à bouffer avant de prendre l'avion Athènes-Paris. Et j'entends une voix de jeune femme derrière. Est-ce que tu peux me prendre un truc, s'il te plaît ? Et moi, je dis oui, bien sûr. Puis je me retourne, c'est Rima. Et on est tous les deux dans nos tenues de tolard de la sortie de la prison israélienne. Et donc, on a eu l'occasion de parler de ces sujets-là. Et elle m'a confirmé que son approche à elle, c'est quand elle pense que la personne est sincère dans son engagement pour la cause palestinienne, si elle pense qu'il y a une erreur, elle va le dire en privé. Oui. Elle va pas et elle fait de la pédagogie, oui, effectivement. Et ça te résume bien le personnage. Quelle est la différence, Thomas Guénolé, entre Nicolas Sarkozy et toi ? Oh, il y en a plein. D'abord, je suis plus grand que lui. Je suis plus jeune. On a des goûts communs en matière de femmes parce que ma femme ressemble quand même à Carla Bruni plus jeune. Faut dire ce qui est. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc on a ça en commun. Vous n'avez pas que ça. Il a fait 21 jours de prison, il en a fait un livre. T'as fait 3 jours de prison en Israël, t'en as 4. fait un spectacle. Alors d'abord, j'ai fait 4 4 jours. jours. J'ai fait 4 jours. Alors moi, j'ai fait une grève de la faim, pas lui. Sa prison, ses conditions de détention n'étaient pas les mêmes que les miennes. À ma connaissance, il ne s'est pas fait casser la gueule. Toi, t'as fait 4 jours de prison en Israël, c'est ça ? Oui, et il y a eu du tabassage, pas sur tous les détenus, mais sur moi, oui. Parce que t'avais pris un bateau, donc une flottille pour Gaza. Tout à fait. Et en fait, au moment où on a été kidnappés par l'armée israélienne, ils nous ont entassés sur le quai d'Ashdod. Ils nous ont ordonné de nous prosterner comme ça, devant le drapeau israélien. Ça te touche ? Bah oui, bien sûr. Je suis suivi par le service de victimologie du service psychiatrique de l'Hôtel Dieu. Je le dis parce que je le recommande à tous les gens qui nous regardent. Parce que là, ta douleur, elle semble encore vive. Bien sûr, c'est normal. C'est normal. Je vais te raconter, tu vas voir pourquoi c'est...
Mais je fais une parenthèse pour les gens qui nous regardent, en particulier les plus jeunes. Si vous avez des idées noires, ou si vous avez subi un traumatisme, des violences sexuelles, une agression, n'importe quoi, etc., renseignez-vous sur les cellules de victimologie des hôpitaux publics. Il y en a un certain nombre. Si vous êtes à Paris, c'est à l'Hôtel Dieu. Parce que c'est des gens qui sont spécialisés dans cet accompagnement. Euh, nous, alors les Français de la flottille, en revenant en France, on est allé les voir pour qu'ils nous accompagnent parce qu'on était tous en état post-traumatique. Tous. À part ça, c'était une croisière. C'est connu, les croisières, ça génère un état post-traumatique. État post-traumatique diagnostiqué. Hein. Voilà. Et donc, ils nous ont forcés à nous prosterner, ce qui est évidemment, là pour le coup, ça c'est une humiliation. On parlait de, tu vois, ça, pour moi, ça c'est une vraie humiliation. Et alors que je suis comme ça, j'ai un conflit intérieur extrêmement fort entre une partie de moi qui voit le visage de ma fille et je suis en train de me dire ne te relève pas parce que sinon tu vas peut-être te prendre une balle. Et donc tu touches à ta limite, c'est-à-dire je sais que je ne suis pas prêt à mourir. Et je sais précisément pourquoi, ma fille. Et sauf qu'il y a une autre partie de moi qui est en train de se dire non, il est hors de question de se laisser humilier comme ça. Non. Et donc, dans ce conflit intérieur, je suis en train petit à petit de me relever. Mais c'est pas involontaire, mais c'est pas contrôlé, quoi. Et il y a le capitaine du bateau où j'étais, qui est derrière moi, un Catalan avec une barbe en broussaille, et lui qui me dit Thomas, no. et je m'arrête. Sauf que un peu plus tard, le même sinistre qui passait dans les rangs pour nous maltraiter était en train de s'acharner sur un vieux. Et à ce moment-là, moi, je prends la parole en disant, en anglais, arrêtez ça, on traite pas. Et j'invoque la règle morale universelle, on ne traite pas comme ça un vieux. Et c'est là qu'il a arrêté de s'occuper du vieux et qu'il est venu s'occuper de moi, et c'est là que j'ai été tabassé. C'est-à-dire qu'il m'a attrapé, il m'a jeté comme ça, et il m'a frappé. Il y a eu un deuxième incident au même moment, à peu près. Pardon si mes explications sont confuses, j'essaye d'être clair, mais c'est qu'il a cherché tous les signes palestiniens que pouvaient porter les gens. Donc, et il a vu que j'avais un bracelet que j'avais taillé dans un kéfier et j'avais porté pendant toute la traversée. Et donc, il a exigé il m'a dit d'enlever ça. Ça se passe en anglais. Hein. Il m'a dit d'enlever ça. Et c'est sorti comme, tu sais, parfois tu dis un truc, ça sort et tu es conscient de ce que tu as dit quand c'est déjà sorti. Ça, c'est quand il y a un truc très fort qui est sorti de toi. Et bien là, ce qui est sorti, c'est non. Non. Et là, lui, alors il y a eu un moment involontairement comique, si tu veux. Non. Et là, je sors. Et moi, je le regarde pas, tu sais, dans ma tête, il y a une partie de moi, pareil, il y a une partie de moi qui est en train de dire putain, qu'est-ce que tu fous? Et l'autre partie qui juste continue à dérouler très calme, qui est en train de dire, avec une crampe hein, énorme, bien sûr, parce que tu as la trouille, faut dire ce qui est, faut pas raconter de conneries aux gens. Et là, c'est non, je ne l'enlèverai pas volontairement. Si vous voulez l'enlever, vous n'avez qu'à le faire vous-même. Donc il a sorti son couteau, il a coupé le truc, puis il m'a. Voilà. Et donc je connais mes limites maintenant. Je sais que je suis pas prêt à mourir pour une cause, je sais par contre que je suis prêt à me faire casser la gueule. Et donc, il y a des différences entre Nicolas Sarkozy et moi. Pour répondre à ta question. Il n'a pas eu ça. À ce moment-là, il y a des rumeurs qui sont nées sur X qui disaient que tu te serais servi de tes excréments dans ta cellule pour écrire des messages. C'est pas vrai. Oui. Non, ça c'est le marquis de Sade. Ça n'a rien à voir. Le marquis de Sade a fait ça, historiquement. Eh ben, je peux t'assurer que tu as eu des tweets de ce type-là. Faut dire aux gens d'arrêter de tweeter bourré. Hein. C'est incroyable. Non. En fait, non, ce qui est vrai, c'est que dans toutes les cellules, dans toutes nos cellules, il y avait au moins une personne qui écrivait des tags Free Palestine, Stop Genocide. C'était les deux qui revenaient tout le temps. Moi, je l'ai fait. Et donc, je demandais à des mecs. En fait, on retrouvait tout ce qu'on pouvait, des petits bouts de gravier, n'importe quoi, etc., pour graver des trucs. J'ai passé une après-midi entière avec des petits cailloux de mer qui s'usaient très vite à graver Free Palestine sur le mur.
Et en fait, maintenant, je sais pourquoi, euh, dans toutes les prisons du monde, tu as des prisonniers qui... Et à toutes les époques, tu as des prisonniers qui gravent des trucs sur les murs. Maintenant, je sais pourquoi. D'abord, c'est pour passer le temps. C'est très... Un jour en prison, c'est très long. Un jour en prison, c'est interminable. Surtout la nuit, surtout si tu as des enfants. Moi, je pensais à ma fille pendant la nuit en me disant, j'ai la certitude absolue que je vais pas la serrer dans mes bras ce soir, et tu passes la nuit, et c'est dur. En soi, ça, c'est psychologiquement ce qu'il y a de plus dur, émotionnellement. Et tu graves ton truc, ça t'aide à passer le temps. Mais il y a aussi le fait que c'est une façon de conserver ta dignité, alors que le système entier est prévu pour te déshumaniser. Tu sais, la fameuse armée la plus morale du monde, bah moi, elle m'a volé mon alliance. Quand ils nous ont fait enlever nos bijoux, ils ne m'ont jamais rendu mon alliance. Quelle catégorie de minable, moralement parlant, te prend ton alliance et te la rend pas? Thomas Guénolé, pour finir cette interview, on va se faire un petit tac au tac. On va Ouais. aborder des sujets où tu vas devoir aller droit au but, straight to the point, comme Ok. on dit en anglais. Je commence avec la religion, mais la religion catholique. Est-ce que tu estimes qu'il faut faire tomber la religion catholique? Elle est déjà mourante sur les vraies croyances des gens. Je te dis ça parce que tu as déclaré: je suis pour raser la basilique du Sacré-Cœur. Ah oui, mais j'ai une raison précise pour ça. Tu sais Est-ce que pourquoi? c'est toujours ta volonté? Parce que ça, c'était il y a un petit moment. Oui, oui. Si j'étais seul à décider, le Sacré-Cœur n'existerait plus car il a été construit pour expier les péchés du soulèvement de la Commune de Paris. Mais est-ce que ça veut dire que tu étais ravi quand Notre-Dame, elle a pris feu? Non, parce que la Notre-Dame n'a pas été bâtie pour soi-disant expier les péchés de gens qui ont été persécutés, fusillés et déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui est arrivé aux communards. Qu'est-ce que tu as contre la religion catholique? Euh, Pourquoi t'aimes pas la religion Non, mais il y a catholique? des- Pourtant, tu étais dans un collège Il catholique y a ou un lycée. déjà le Sacré-Cœur, il y a deux sujets. Il y a qu'est-ce que j'ai contre le Sacré-Cœur, je viens de te le dire. Le Oui, ça, motif j'ai pour compris. lequel il a été construit, voilà, qui est un motif dégueulasse. Ils l'ont construit, ils ont fait exprès de le construire dans le quartier de Montmartre, qui à l'époque était un quartier populaire, qui était un quartier qui était le bastion des anarchistes qui se sont soulevés au moment de la Commune de Paris. Donc il y a vraiment une volonté d'humiliation symbolique et d'éradication mémorielle des communards de ce soulèvement, qui est un soulèvement pour l'égalité, la justice, la démocratie. Et donc, ce bâtiment est un symbole, à mon avis, abominable. Mais toi, pourquoi c'est une religion que tu ne portes pas dans ton cœur? De manière générale, j'ai vraiment une hostilité profonde envers les religions. D'abord parce qu'elles entretiennent, comment dire, elles entretiennent de faux espoirs. Elles disent des choses qui sont factuellement fausses. Et elles utilisent une figure paternelle imaginaire comme argument d'autorité pour qu'on obéisse à des gens qui ne méritent pas nécessairement qu'on leur obéisse. Accessoirement, l'institution catholique a couvert un nombre hallucinant de péchés. Je ne leur reproche pas qu'il y ait eu des dans leur organisation, parce que ça, toute organisation au contact des enfants a une infime minorité parmi eux, donc eux aussi. Non, ce que je leur reproche, c'est de les avoir longtemps et dans le monde entier protégés. Et Mais ça, c'est impardonnable. est-ce que c'est pas un raccourci comme pourrait le faire, je sais pas, l'extrême droite ou des partisans d'extrême droite en disant musulmans égale terroriste au final? Non, justement, parce que tu n'as jamais eu une situation où tu avais une institution des musulmans du monde entier. Et je sais pas, moi, oui, c'est ça. Imagine, on aurait l'équivalent de l'institution de la religion mondiale, internationale, le Vatican, etc., qui serait un système qui aurait protégé des terroristes. On n'a pas ça. C'est pas vrai. Je te demandais tout à l'heure qu'est-ce que tu avais en commun avec Nicolas Sarkozy. Décidément, je vais faire toute la famille. Hein. C'est qui est-ce aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as en commun avec Louis Sarkozy? On enchaîne avec notre tac au tac pour finir cette interview. T'as une petite idée? Je crois qu'il me semble qu'il est pour la légalisation du cannabis. Oui, bingo, c'est exactement ça. Et toi, c'est même au-delà de ça. Tu es pour la légalisation du cannabis, des champignons hallucinogènes. Bien sûr. Et je voulais savoir si tu étais aussi pour la légalisation des drogues dures, type cocaïne. Pas toutes. Pas toutes. Alors la question se pose. Je ne sais pas encore avec certitude parce que je n'ai pas encore suffisamment étudié le dossier. Je veux être sûr de mes chiffres. Oui. Je veux être sûr. Mes critères, c'est simple. Hein, c'est à quel point est-ce dangereux pour la santé, à quel point le taux d'addiction, c'est-à-dire le pourcentage de la population de consommateurs qui deviennent addicts une fois qu'ils consomment, est élevé. Et principalement, ça va être mes deux critères. Donc, par exemple, les champignons hallucinogènes, ça ne déclenche aucune addiction et c'est absolument pas dangereux pour la santé. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit illégal. Mais c'est ça peut complètement déclencher débile. des comportements qui ne sont pas maîtrisés. Oui, et alors? Et alors, dans ce cas-là, ça veut dire que ce qui doit être pareil, l'alcool est légal,
l'alcool peut déclencher des comportements tout à fait immaîtrisés. Donc l'alcool est légal et encadré. On n'a qu'à faire pareil avec les champignons. Alors, est-ce qu'il faut dans ce cas-là une hiérarchie des effets des différents? Ça tombe bien, ça existe, ça s'appelle le classement NUT de 2010, qui te classe la dangerosité des différents produits, Donc, dangerosité sociale, médicale, etc. Lequel est premier à ton avis? Et de loin, l'alcool, l'alcool. Lequel est dernier? le cannabis, Les champignons hallucinogènes. les champignons. Mais le cannabis est en bas de classement. Donc oui, le cannabis, il y a en fait aucune raison de le rendre illégal. En fait, si c'est le critère, c'est la dangerosité, comparé à d'autres produits qui sont légaux, qui sont pourtant plus dangereux, c'est-à-dire l'alcool, il est logique de légaliser le cannabis, si tu veux. Mais même si tu considères, comment dire, que ce que tu cherches, c'est protéger les gens contre une dangerosité, une maladie, des effets nocifs, etc., de toute façon, la prohibition du cannabis, ça ne marche pas là-dessus. C'est-à-dire que la France a le régime de prohibition le plus dur d'Europe pour le cannabis et le taux de consommation le plus élevé d'Europe. Au Portugal, c'est pas légal. Je profite parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale pendant les fêtes de fin d'année où je dis qu'il faut légaliser comme au Portugal. Pardonnez-moi ma langue à fourcher. C'est une erreur de ma part de vocabulaire. Je suis désolé là-dessus, ça m'arrive rarement. Mais je veux le corriger par honnêteté intellectuelle. Le Portugal a dépénalisé, il n'a pas légalisé. Et donc, au Portugal, ils ont moins de malades. Ils ont moins de malades. Et ils ont une consommation qui est plus faible, alors que c'est dépénalisé. Et enfin, Et juste, parenthèse, vas-y. l'Uruguay a des résultats encore meilleurs. Alors que l'Uruguay, ils ont carrément légalisé. Ils ont légalisé, eh bien, la consommation est moindre et comment dire, le nombre de malades est moindre. J'en profite pour préciser un dernier point, parce que ça, c'est vraiment, il faut faire de la pédagogie là-dessus. Il est impossible de faire une overdose de cannabis. Oula, c'est risqué ce que tu dis. C'est impossible. C'est impossible. Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste pour pouvoir avoir une réponse médicale là-dessus. Tu peux mais je vérifier. sais que ça fait des gros dégâts dans le cerveau. Alors, ça dépend à quel âge, ça dépend en quelle quantité, mais en revanche, il est impossible. Tu vois, une overdose, une dose létale d'alcool, c'est possible. Hein. Une dose létale de cannabis, c'est impossible parce que les quantités à prendre pour te tuer sont trop importantes. J'en appelle aux scientifiques, j'en appelle à tous les professionnels qui ont fait des études sur le sujet. Absolument. À répondre à Thomas Guénolé là-dessus. J'aimerais enfin finir cette interview avec l'art d'avoir toujours raison quand on est de gauche. Pour le coup, c'est le RN qui le légaliserait pas. Ce livre-là, aux éditions Rocher Edsdu. Rocher. Ça doit être un petit souci sur ma tablette. Aux éditions Rocher. Ouais, les coquilles, ça arrive. Des petites coquilles. En gros, c'est comment défendre efficacement les idées de gauche face à des adversaires de plus en plus nombreux. Ouais. En 3 points, c'est quoi tes highlights? Là-dessus? Ouais. Genre, un seul suffira. Ce sont toutes les méthodes que j'ai utilisées sur le plateau de TPMP pour gagner presque tous mes débats, car j'ai gagné presque tous mes débats. Et en lisant ce bouquin qui prend moins d'1 heure, vous arriverez à le faire aussi. Voilà, tu vois, ça se tient en une phrase. Préparez-vous mentalement au combat. En fait, tu donnes des tips, quoi. Tu apprends des règles. C'est quoi? C'est de la rhétorique? Alors, c'est de la rhétorique de Le gauche. piège à loup. N'oubliez jamais à qui vous parlez. Oui, il ne faut pas être centré sur tout. Faites la girouette. Il ne faut pas être centré sur soi, il faut être centré sur le public. Pinailler. Oui. C'est quand quelqu'un commence à... En fait, il faut remettre en question les différents... Il faut suggérer que la personne dit n'importe quoi en remettant en cause des petits points l'un après l'autre. Refiler la patate chaude, c'est sympa ça. Refiler la patate chaude, c'est sur le cannabis, l'exemple qui est traité, c'est de dire, quand on t'embête sur le cannabis, c'est dangereux pour la santé, c'est pour ça que ça doit être illégal. Refiler la patate chaude, c'est de dire, oui, mais vous êtes pour le fait que l'alcool soit légal, pourtant c'est plus dangereux. Hop, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça, c'est Cyril qui le fait tout le temps. Stratagème numéro 10. C'est Cyril qui le fait tout le temps, c'est quand il dit, mais ça me dira, en fait, si vous faites A, vous allez avoir B. Et si vous faites B, vous allez avoir C. Et du coup, ça va être le chaos dans toute la France. Mais de toute façon, vous voulez le chaos dans toute la France. C'est le stratagème de, si vous faites ça, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres. Ça s'appelle le stratagème des conséquences exagérées. L'épouvantail? Alors, l'épouvantail, c'est quand... oui, c'est ça. C'est l'épouvantail. C'est donc, tu es en train de dire aux gens, tu exagères les conséquences et tu décris l'apocalypse si jamais on est d'accord avec ton adversaire. Et donc la bonne riposte à ça, parce qu'on fait souvent ça aux gens de gauche, si on vous suit, ça va être le chaos. Si on augmente le SMIC, ça va être une catastrophe. Si on légalise le cannabis, ça va être une catastrophe. Et moi, ce que je dis dans ces cas-là, ça oui, et puis il y aura des pluies de sauterelles. Et puis le fleuve se changera en sang. Débusquer la fausse logique, ça tu dois le faire avec Mathieu Delormeau.
Je le fais, ouais. Alors, Delormeau, c'était la première fois que je l'avais en débat et c'était frustrant parce que on n'a pas été en situation de pouvoir vraiment débattre. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un one-two, on n'a pas eu un 1-2, on n'a pas eu un vrai ping-pong. J'ai dit mon truc, il a dit son truc. J'aimerais bien être dans une situation face à lui à un moment où on a un vrai ping-pong parce que c'est un débatteur qui est intéressant parce qu'il est très charismatique. Il dit des conneries, en particulier sur le cannabis. Ce qu'il a dit, ouais, il faut arrêter de parler de récréative, etc. Et après, il a déroulé un raisonnement qui ne tient pas debout. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, voilà, parce que vous comprenez, moi j'ai été en désintox. Ok, ça s'appelle un argument d'autorité. Et derrière, il dit, les gens qui étaient les plus nombreux, c'est l'alcool. Oui, on est bien d'accord, c'est pas le cannabis qui est le plus dangereux. Merci. Voilà. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant. Merci. Je vais le lire. Hein. Ah, ça me fait plaisir. Parce Je vais le lire. Moi qui suis amené en plus à faire des débats. Oui, ça peut vraiment être utile parce que c'est des stratagèmes qui se retiennent facilement. Moi, je suis contre les manuels qui font 300 pages. Ça se lit en moins d'1 heure, c'est fait exprès. Thomas Guénolé, merci. Avec grand plaisir. Vraiment, merci infiniment pour ce petit papotage là passé ensemble. J'ai adoré, j'espère que ça t'a plu aussi. C'était réciproque, absolument. Voilà, et j'espère que ça vous a plu aussi. Si vous n'êtes pas abonné ou que vous ne connaissez pas les réseaux sociaux de Thomas Guénolé, je vous les mets en lien cliquable de toute façon dans la description de cette vidéo. Donc voilà, ce sera très facile pour vous de le retrouver. N'hésitez pas à commenter, à partager cette interview, à donner votre avis, votre opinion avec respect bien évidemment dans les commentaires de cette vidéo. Et puis peut-être qu'on se retrouvera prochaine fois. Avec grand plaisir. Il manque un mot. Peut-être qu'on se retrouvera une prochaine fois. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère pour partager un nouveau contenu parce qu'il y a encore plein de thèmes qu'on pourrait aborder. C'est vrai, là, tu en as sauté quelques-uns, non, par rapport au conducteur? J'en ai sauté quelques-uns, mais je me les garde sous le coude. Merci Thomas. À la prochaine. Ciao, bye bye.